Bismillah, tabaraka wa ta'ala. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans le dernier chapitre des SVT première année parcours international. Il s'agit bien sûr des ressources hydriques. Alors, cette séance, elle comprend des réserves d'eau dans la terre, le cycle d'eau, le bassin hydrographique, les dangers qui menacent les ressources hydriques et la gestion des ressources hydriques. Donc, cette séance, ou bien ce chapitre, on va le diviser en deux séances. Dans la première séance, on va étudier les réserves d'eau dans la terre et aussi le cycle de l'eau. Alors, commençons par les réserves d'eau dans la terre. Et dans cette partie, on va étudier bien sûr les différentes formes de l'eau dans la nature, les états de l'eau dans la nature, la répartition des réserves de l'eau dans la terre et les nappes phréatiques. On va commencer donc par la planète bleue, c'est la Terre. Pourquoi on l'appelle la planète bleue? Parce qu'il contient, ou bien sa surface, pardon, est recouverte de 72% de l'eau. Mais en réalité, cette eau ne représente que 0,026% de la masse entière de la Terre. Ça veut dire de la masse entière du globe terrestre. Donc, il s'appelle la planète bleue parce que presque 3/4 de sa surface est recouverte d'eau. Voilà, alors on va passer maintenant aux états de l'eau dans la nature. Donc, dans la nature, l'eau se trouve sous 3 états. L'état liquide, et c'est l'eau des océans et des mers, l'eau des lacs et des étangs, l'eau des rivières et l'eau des nappes souterraines, ça veut dire des nappes phréatiques. Puis l'eau à l'état solide, c'est l'eau des glaciers, des neiges et de la grêle. Et enfin, l'eau à l'état gazeux, c'est la vapeur d'eau qui forme le brouillard. Voilà, donc on voit ici, ou bien on observe ici les 3 états de l'eau dans la nature. L'eau à l'état liquide, l'eau à l'état solide et l'eau à l'état gazeux. Maintenant, on passe à la répartition de ces eaux, de l'eau, sur la Terre. Alors, le tableau suivant représente les états et les pourcentages de l'eau sur la Terre. Alors, les océans et les mers, elles occupent, ou bien elles représentent 97,2%. Les glaciers, elles représentent 2,1%. L'eau souterraine, ça veut dire l'eau des nappes phréatiques, elle représente 0,6%. L'eau des lacs et des rivières, elle représente 0,01%. Et l'eau de l'atmosphère, ça veut dire la vapeur de l'eau, elle représente 0,001%. Alors, une autre représentation, qui illustre la répartition de l'eau dans la Terre, on a bien sûr des eaux salées, ou bien l'eau salée. Elle se trouve dans les mers et les océans, et elle représente, comme j'ai dit déjà, 97,2%. Puis l'eau douce. L'eau douce, c'est l'eau des glaciers, des calottes polaires bien sûr, l'eau souterraine, ça veut dire l'eau des nappes phréatiques, et l'eau des lacs, des rivières et des fleuves, etc., et la vapeur d'eau qui se trouve dans l'atmosphère. Alors, nous avons dit déjà que l'eau salée, ça veut dire l'eau des mers et des océans, représente 97,2%. L'eau des glaciers et des calottes glaciaires au pôle, elle représente 2,1%. L'eau souterraine représente 0,6%. L'eau des lacs et des rivières et des fleuves, etc., elle représente 0,01%. Et ensuite, la vapeur qui représente 0,001%. Voilà, alors c'est la répartition des eaux sur la Terre. Passons maintenant aux nappes phréatiques. Qu'est-ce que c'est qu'une nappe phréatique? Donc, les nappes phréatiques sont des réservoirs d'eau souterraine. Ça veut dire l'eau qui se trouve dans la profondeur,
bien sûr, dans la profondeur de la terre. Elle est stockée dans les roches poreuses et perméables. Alors, ces roches poreuses et perméables, elles forment des zones aquifères. Elles forment bien sûr des roches aquifères. Aquifères, ça veut dire qu'elles sont poreuses et elles peuvent contenir de l'eau dans la profondeur. Bon, alors d'où vient l'eau des nappes phréatiques? Alors, l'eau des nappes phréatiques, comme on voit ici bien sûr le pompage de l'eau des nappes phréatiques, hein, le pompage, ça veut dire faire extraire de l'eau qui se trouve dans les nappes phréatiques pour des fins agricoles ou bien pour l'utilisation domestique. Alors cette eau-là qui se trouve dans les nappes phréatiques, d'où provient-il donc? Voilà, alors on voit ici que lorsque la pluie tombe, elle forme des ruisseaux. Ça veut dire qu'il y a des ruissellements. Et une grande quantité de cette eau va s'infiltrer dans la terre. Elle passe bien sûr par les couches qui sont perméables, ça veut dire qu'elles sont poreuses. Et lorsqu'elle est arrêtée par des couches imperméables, elle forme des eaux souterraines. Donc l'eau s'accumule dans les structures aquifères. Les structures aquifères sont des roches poreuses, par exemple le sable, le grès, etc. Donc ils peuvent contenir de l'eau. De l'autre côté, on voit le calcaire karstique. Il contient des fissures. Alors c'est par ces fissures que passe l'eau pour arriver aux zones profondes dans la terre. Et dans ces zones, elle s'accumule. Ça veut dire qu'elle s'accumule dans les zones d'eau souterraine. Et bien sûr, ici, c'est une zone saturée, ça veut dire qu'elle contient de l'eau. Alors, vous voyez, c'est les aquifères. Et c'est une couche siliceuse. Et cette couche siliceuse, bien sûr, elle peut laisser passer l'eau. Et on voit ici l'aquifère de sable et de gravier. Alors, ce sont tous des structures aquifères, ça veut dire poreuses, ils contiennent de l'eau. Et dans cette partie-là, on observe une zone non saturée. Qu'est-ce que ça veut dire une zone non saturée? C'est une zone qui ne contient pas de l'eau, mais elle est poreuse, elle permet la filtration de l'eau pour arriver aux zones saturées. Alors, je lis. L'eau des nappes provient des précipitations qui tombent dans les bassins hydrographiques. Une partie de ces eaux de pluie s'infiltre à l'intérieur du sol à travers les pores et les fissures des roches. Elle s'écoule en profondeur par l'effet de gravité dans les zones non saturées, comme j'ai expliqué déjà. L'écoulement de l'eau est arrêté par une couche imperméable, comme on voit ici. Et lorsqu'elle est arrêtée par une couche imperméable, elle forme, et cette couche, bien sûr, elle va former, elle forme un plancher. Un plancher, ça veut dire un plancher imperméable, et l'eau s'accumule pour former une nappe phréatique dans la zone saturée. Bien sûr, et le niveau d'eau, il peut changer, bien sûr, il peut augmenter comme il peut diminuer, suivant la quantité de l'eau qui s'infiltre dans la terre, et bien sûr, suivant la pluviométrie, ça veut dire suivant la quantité de pluie qui tombe. Voilà. Alors, passons maintenant pour expliquer ce que c'est que la nappe libre et la nappe active. On voit ici une nappe libre. Dans la nappe libre, son plancher est imperméable. Par contre, son toit est perméable. C'est une zone, bien sûr, non saturée. Elle permet l'infiltration de l'eau. Et on voit ici la surface de l'eau sur la nappe libre. Dans la nappe captive, le plancher et le toit sont tous les deux imperméables. Alors, c'est ça la différence entre une nappe libre et une nappe, voilà, une nappe libre et une nappe captive. Alors, la nappe libre, je dis que son plancher est imperméable. Voilà, on voit ici la zone imperméable. Et son toit, ça veut dire la couche qui se trouve en haut, c'est une zone perméable. Elle permet bien sûr l'infiltration de l'eau. Dans la nappe captive, le plancher et le toit sont tous les deux imperméables. Voilà, alors c'est la différence entre une nappe
libre et une nappe captive. Alors, on voit ici une autre illustration de la nappe captive et la nappe libre. Alors, comme j'ai dit, la nappe libre, le toit est imperméable, et le plancher est imperméable. La nappe captive, comme on voit ici, tous les deux, le plancher et le toit, ils sont imperméables. Donc la nappe captive est prisonnier entre deux couches imperméables. Alors, lorsqu'on creuse le puits dans la nappe libre, le niveau d'eau de puits change. Il peut changer, il peut augmenter et il peut diminuer, suivant la quantité d'eau qui se trouve dans la zone saturée. Par contre, si on creuse un puits et on arrive dans la nappe captive, le niveau d'eau ne change pas. Il ne change pas, quelle que soit la pluviométrie. Pourquoi? Parce que la nappe captive, son eau est prise entre deux couches imperméables. Donc son niveau ne change pas et on va expliquer aussi pourquoi. On va expliquer après pourquoi. Donc, dans la nappe libre, le plancher imperméable et le toit perméable. Le niveau d'eau, ça veut dire la surface piézométrique, on l'appelle la surface piézométrique, change d'altitude. Dans la nappe captive, le plancher et le toit sont imperméables. La surface piézométrique, ça veut dire la surface de l'eau ici, ne peut pas changer d'altitude. Voilà. Et on passe après à autre chose. Alors, on voit ici quelques photos des puits. Alors, ce sont des puits artésiens. Dans ces puits artésiens, l'eau jaillit avec force. Alors, on se demande pourquoi dans ces puits, l'eau jaillit avec une grande force. Ça veut dire pourquoi sont des puits artésiens. Et dans d'autres puits, bien sûr, le niveau d'eau est profond. Et il change, comme nous avons dit, selon la pluviométrie. Alors, je lis. La nappe libre se repose sur un plancher imperméable, ça veut dire une couche argileuse ou bien une couche de marne, et dans son toit, il y a des structures poreuses où l'eau s'infiltre pour former la nappe. Les structures poreuses, ce sont des roches qui contiennent des pores. Ça veut dire, dans ces roches, l'eau peut s'infiltrer pour arriver à la nappe libre. Le niveau d'eau aux surfaces piézométriques augmente ou diminue dans la zone saturée. Ça veut dire dans la structure aquifère, selon la pluviométrie. J'ai déjà expliqué ça, c'est donc une nappe libre. Par contre, la nappe captive est bloquée par un plancher et un toit imperméable. Ils sont tous les deux imperméables. L'eau est captée. Elle est captée, ça veut dire emprisonnée entre deux couches imperméables, qui ne sont pas perméables à l'eau. Voilà. Alors, la question que nous avons posée, c'est quoi? Pourquoi dans certains puits, le niveau d'eau est profond et dans d'autres puits, l'eau jaillit avec force? Alors, lorsque l'eau jaillit avec force plus haut dans certains puits, on les appelle les puits artésiens. Alors, on va expliquer tout ça. Alors, regardez-moi ici une autre illustration. Nous avons bien sûr ici une nappe libre. Alors, dans cette nappe libre, on a le plancher est imperméable et le toit est perméable. Lorsqu'on creuse un puits, on voit ici bien sûr le niveau d'eau sur le puits. On l'appelle le niveau piézométrique. Et la surface de l'eau sur la structure aquifère de la nappe libre. On l'appelle la surface piézométrique. Alors, lorsque la surface piézométrique, ça veut dire le niveau d'eau, augmente dans la nappe libre, le niveau d'eau dans le puits va augmenter lui aussi.
et toutes ces deux surfaces restent confondues. Ça veut dire ont la même altitude. Alors je parle ici de niveau d'eau sur le puits et le niveau piézométrique, ça veut dire la surface de l'eau sur la nappe libre. Voilà. Alors, la surface piézométrique de la nappe libre et le niveau piézométrique dans le puits sont confondus. Donc, ils ont la même altitude. Par contre, dans la nappe active, on voit ici elle est captée entre deux couches imperméables, soit le plancher, soit le toit. Alors, on voit ici la surface piézométrique. Bien sûr, c'est le toit imperméable et le plancher imperméable. Donc, la surface piézométrique ne change pas. Ça veut dire la surface de l'eau dans la nappe captive ne change pas. Et lorsqu'on creuse un puits dans une zone, bien sûr, qui contient, où il y a bien sûr une nappe captive, on voit ici que le niveau d'eau dans le puits n'est pas confondu avec le niveau d'eau dans la nappe captive. Et on va voir après pourquoi, on va expliquer ça après. Donc le niveau d'eau de puits n'a pas toujours la même altitude que le niveau de la surface de la nappe captive. Alors pourquoi? Parce que on voit ici bien sûr la nappe captive. En bas, c'est un plancher imperméable. Et en haut, c'est le toit imperméable. Et de l'autre côté ici, on voit la nappe libre. Alors, pourquoi on appelle ce morceau-là ou bien cette partie-là une nappe libre? Parce que dans son plancher, dans son toit, il n'y a pas de zone imperméable. Donc, l'eau ici, il peut augmenter et il peut diminuer. Et ensuite, on voit bien sûr que le niveau de l'eau sur la nappe captive n'a pas la même surface avec la surface du sol. Donc, la surface piézométrique de la nappe libre a une altitude supérieure à l'altitude de la nappe active, comme j'ai expliqué ici. Alors, on voit ici le niveau piézométrique de la nappe libre et ici le niveau d'eau dans la nappe captive. Ils n'ont pas le même niveau. D'autre part, l'altitude de la surface piézométrique, ici l'altitude de la surface piézométrique qu'on voit ici, parce que c'est la surface bien sûr de la nappe libre, est supérieure à celle du sol. Alors on voit ici la surface du sol et on voit ici le niveau de la surface piézométrique. Donc la surface piézométrique de l'eau dans la nappe libre, qui est une partie bien sûr de la nappe, c'est l'autre bout de la nappe captive, elle est supérieure à la surface du sol. Et bien sûr, la surface du sol est supérieure à la surface de la nappe libre. Alors, que se passe-t-il ici? Bien sûr, puisque le niveau piézométrique de la nappe libre est supérieur à la surface du sol, donc l'eau cherche à arriver ou bien à atteindre le niveau piézométrique. Alors c'est pourquoi il jaillit avec force. Bien sûr, il jaillit en plus haut et c'est ce qu'on appelle le puits artésien. Alors pourquoi on l'appelle le puits artésien? Lorsque l'eau jaillit avec force. Et pourquoi il jaillit avec force? Parce que l'eau cherche toujours à arriver ou bien à atteindre le niveau de la surface piézométrique. Alors je crois que vous avez bien compris pourquoi il y a des puits normaux où l'eau est profonde et il y a des puits artésiens où l'eau jaillit avec force. Alors, c'est la même chose ici. On voit bien sûr ici la surface piézométrique. C'est le niveau d'eau dans la nappe libre et ici dans la nappe active. Et bien sûr, l'eau, elle va jaillir. Pourquoi? Parce que le niveau de la surface piézométrique est plus haut ou bien une altitude plus haute ou bien plus grande que la surface du sol. Alors, passons maintenant au deuxième chapitre qui est le cycle de l'eau. Et dans ce chapitre, on va étudier les changements de l'état de l'eau et les étapes du cycle de l'eau. Alors, on voit ici les trois états de l'eau. Eau liquide, eau gazeuse
et eau solide. Dans notre activité, et surtout dans la cuisine, on sait très bien que lorsqu'on chauffe l'eau, elle se transforme en vapeur. Et lorsque la vapeur est refroidie, elle se condense et elle nous donne des gouttelettes d'eau, elle nous donne de l'eau. Et lorsqu'on met de l'eau dans le réfrigérateur, elle se refroidit et elle se solidifie, elle nous donne de la glace. Alors, donc, l'eau refroidie nous donne de la glace. Et lorsque la glace est chauffée, elle va transformer en eau liquide. Donc, on a ici, bien sûr, les transformations, ou bien les échanges de l'état de l'eau. Donc, ces échanges sont du liquide au gaz, du gaz au liquide, du liquide au solide et du solide au gaz. Et chaque changement, bien sûr, a un nom. Alors, on va voir ici, bien sûr, ces changements. Donc, de l'eau à l'état liquide vers l'état gazeux, c'est la vaporisation. Ça se fait bien sûr par élévation de la température. Et de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la liquéfaction. Et ça se fait bien sûr par l'augmentation de la température. De l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion. Et bien sûr, de l'état liquide à l'état solide, c'est la solidification. Il y a aussi la sublimation et la condensation. Donc, nous avons vu ici, bien sûr, les changements des états physiques de l'eau. Alors, chaque changement, comme j'ai dit, porte un nom. Il y a la vaporisation, c'est la transformation de l'eau liquide à l'état gazeux. La liquéfaction, c'est de l'état gazeux à l'état liquide. La fusion, c'est de l'état solide à l'état liquide. Et de l'état liquide à l'état solide, ça s'appelle la solidification. Il y a aussi la sublimation, c'est de l'état liquide solide à l'état gazeux. Et la condensation, c'est de l'état gazeux à l'état solide. Alors, passons maintenant au cycle de l'eau. Donc, il comprend bien sûr quelques étapes. On va commencer, puisque c'est un cycle, bien sûr, alors il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Pourquoi? Parce que c'est un cycle. On va commencer par l'évaporation. Alors, l'eau des mers, des fleuves, et surtout, bien sûr, toute l'eau de la surface, elle s'évapore. Alors, il y a évaporation. Bien sûr, cette évaporation est due à l'élévation de la température, due, bien sûr, au soleil, à la chaleur du soleil. Donc, l'évaporation, c'est la transformation de l'eau liquide en vapeur, ça veut dire qu'elle nous donne de la vapeur. La vapeur, elle augmente, elle monte bien sûr sur l'atmosphère et elle va suivre une condensation qui est due à la diminution de la température. Elle va se refroidir et elle nous donne bien sûr des petites gouttelettes d'eau. Ces petites gouttelettes d'eau forment les nuages. Ces nuages, ils vont être entraînés par les courants d'air, par le vent, à une autre région. Et dans cette région, bien sûr, les petites gouttelettes d'eau qui formaient les nuages vont s'accumuler et ils vont former, bien sûr, des grandes gouttes qui vont se précipiter. Alors, c'est la précipitation. Bien sûr, ces gouttes d'eau, elles vont tomber sous forme de pluie ou bien sous forme aussi de grêle ou sous forme de la neige. Alors, on voit ici la neige dans les sommets de la montagne. Les pluies et aussi la fusion des neiges et des grêles, ils vont former des ruissellements. Alors, et l'eau qui ruisselle ici, elle va retourner aux océans et aux mers. Voilà, alors elle retourne à son départ pour qu'un autre cycle, bien sûr, va commencer. Donc, il y a évaporation, puis condensation, la formation des nuages, et puis la formation des gouttes d'eau un peu plus grandes, et par gravité, elles vont tomber, c'est la précipitation bien sûr, elles tombent sous forme de pluie, sous forme de neige ou sous forme de grêle, et tout ceci bien sûr va former des ruissellements pour que l'eau retourne à son départ, et comme ça, bien sûr, commence un autre cycle. Alors, je l'ai ici le résumé. L'eau des océans, des mers, des lacs, des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil.
En plus, les plantes et les animaux transpirent. Alors j'ai oublié la transpiration. Qu'est-ce que c'est que la transpiration? C'est que les végétaux et les êtres vivants perdent une quantité de leur eau sous forme de vapeur. Donc il va s'ajouter à la vapeur qui provient d'évaporation de l'eau de mer, etc. Donc, j'ai dit que les animaux transpirent en perdant une quantité d'eau sous forme de vapeur. La vapeur s'élève dans l'atmosphère, il se refroidit, il se condense et il se transforme en gouttelettes très fines qui forment les nuages. Les courants d'air entraînent les nuages dans l'atmosphère. Les gouttelettes de nuages s'accumulent, ça veut dire s'amoncellent, et forment des gouttes plus grandes qui par gravité tombent sous forme de pluie, de neige ou de grêle. Ce sont les précipitations. Une grande quantité d'eau des précipitations, ça veut dire des pluies et des neiges fondues, s'infiltre dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques, les nappes souterraines. L'autre quantité d'eau ruisselle sur les pentes et forme des lacs et des rivières. L'eau des rivières et des ressources issues des nappes se jette sur les mers et les océans. Ainsi, l'eau retourne à l'océan où le cycle se termine pour commencer. Voilà, alors nous avons ici une autre illustration, ça veut dire un autre document qui nous explique les étapes du cycle de l'eau. L'évaporation de l'eau superficielle et la transpiration des végétaux et des animaux. Il nous donne de la vapeur. La vapeur se condense et nous donne des nuages. Les gouttelettes de nuages vont s'accumuler, elles forment des gouttes un peu plus grandes qui vont tomber. Alors bien sûr, c'est la précipitation. Elles tombent sous forme de pluie ou bien sous forme de neige ou sous forme de grêle. Alors, l'eau qui provient des précipitations, elle va s'infiltrer pour former les eaux des nappes souterraines et l'autre, elle va ruisseler pour former des lacs, des fleuves, etc. Et ainsi commence bien sûr le cycle de l'eau. Alors je crois que j'ai terminé. Merci de votre attention. À bientôt dans la deuxième séance. Merci beaucoup.